À la une de l'actualité ce soir, les gouvernements ivoiriens et burkinabés autour de la même table à Abidjan. Un conseil de gouvernement conjoint pour marquer la fin du 9e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Quelles sont les grandes décisions prises? Le point complet avec notre envoyé spécial Hervé Daba à Abidjan. Abidjan où le président Alassane Ouattara a rencontré son prédécesseur Laurent Gbagbo cet après-midi. Une rencontre historique qui sera développée dans cette édition. 10 jours après l'incendie qui a ravagé le cabinet de Maître Prosper Farama, la chaîne de solidarité se poursuit. Ce 27 juillet, les secrétaires généraux des organisations syndicales étaient sur le lieu du sinistre. Dans leurs mains, la somme de 2 millions de francs CFA, mais aussi des mises en garde si toutefois l'origine du drame est criminelle. Vous entendrez leur porte-parole, Bassolma Bazier, dans ce journal. 100 nouveaux officiers de la police nationale et 10 commissaires de police pour renforcer le dispositif sécuritaire au Burkina Faso. C'est la 5e promotion de l'Académie de police qui a effectué sa sortie officielle sous le regard du chef de l'État. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. C'est l'étape ultime du 9e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Après 3 jours de travaux intenses, des experts des deux pays validés par les ministres des Affaires étrangères. Ce sont les premiers ministres accompagnés de leurs ministres qui se sont retrouvés ce mardi. Un conseil des ministres conjoint dans le cadre du 9e TAC. Qu'est-ce qui a été dit et décidé par les deux gouvernements? Nous avons en ligne notre envoyé spécial Hervé Dapa. Hervé, bonsoir. Bonsoir, Abdoulazak Traoré, bonsoir, chers téléspectateurs. Alors Hervé, quelles sont les grandes conclusions de ce 9e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire? Alors, pour ce 9e TAC, vous le savez, Abdoulazak Traoré, il n'y a pas eu de rencontre au sommet des chefs d'État. Qu'à cela ne tienne, il y a eu le conseil conjoint de gouvernement présidé par les deux premiers ministres, Patrick Hachi et Christophe Dabiré. C'est un conseil de gouvernement qui a duré un peu plus d'1 heure. Eh bien, à la fin, quelques grandes lignes ont été dégagées, notamment en ce qui concerne le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Il faut dire que les deux parties ont procédé à un partage d'informations, ont-elles dit, mais ils ont relevé que certains travaux ont été déjà exécutés à 100% sur certains tronçons. Sur ce dossier, il n'y a pas grand-chose. Mais en ce qui concerne, et là c'est important, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya jusqu'à Tambao, il a été fait une notification à Sitaraï pour attendre au plus tard le 30 octobre pour le démarrage effectif des travaux. Si jusqu'au 30 octobre, les travaux n'ont pas démarré, eh bien, il a été convenu que le partenaire Bolloré serait dessaisi de ce projet-là et qu'on pourrait confier l'exploitation du chemin de fer BOT à une autre entreprise. C'est l'information essentielle. Là, le délai a été fixé au 30 octobre pour le début des travaux pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou ou Kaya. Eh bien, en ce qui concerne aussi l'énergie, il faut dire que l'approvisionnement en énergie prévisionnelle était de 90 MW. Cela n'a pas été possible parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui devrait approvisionner le Burkina Faso en énergie a rencontré d'énormes problèmes d'énergie cette année. Les deux parties ont donc convenu de trouver une solution pour permettre à chaque partie, notamment à la Côte d'Ivoire, de pouvoir respecter ses engagements. Voici un peu ce qui a été dit sur les questions énergétiques et puis sur les questions pétrolières. Et sur les questions pétrolières, il a été décidé ce qui suit la construction d'un pipeline entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour faciliter le transport des produits pétroliers dans les pipelines. Vous savez, ce sont ces grands tuyaux-là par lesquels passe le carburant, le fuel, qui peuvent aller d'un pays à un autre. Eh bien, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso devraient entamer un projet de construction de pipeline. Les discussions se poursuivent, des discussions tripartites entre la CIR, la Sitaraï et puis la Sonabi.
En ce qui concerne la traite transfrontalière des enfants, c'est une question importante, vous le savez. Ces enfants qui travaillent dans les champs de cacao ici en Côte d'Ivoire et qui viennent parfois de la Côte d'Ivoire, c'est un problème très important. Sur cette question, la question est très très sensible. Il n'y a pas eu de grandes décisions. Les deux parties ont convenu de continuer à mener les discussions. Dans l'ensemble, en ce qui concerne les questions de frontières, les deux parties ont convenu qu'il était important de travailler à la réouverture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez que les frontières sont fermées depuis plus d'un an à cause de la Covid-19 et que ça devient très très compliqué pour les populations qui vivent une situation de prison à ciel ouvert. Les trafics, que ce soit humains ou que ce soit commerciaux, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont très intenses. Et depuis la fermeture des frontières, les populations vivent un véritable calvaire, que ce soit les premiers ministres, les ministres, que ce soit même les chefs d'État. Cela a été évoqué lors de la rencontre entre Alassane Ouattara et Christophe Dabiré. Tout le monde est conscient de la nécessité et de l'urgence de la réouverture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans quel cadre cela va-t-il se faire? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a la question sécuritaire et sanitaire en même temps qu'il faut essayer d'intégrer à ce projet de réouverture de la frontière. Voici en quelques mots ce 9e TAC, ce 9e traité d'amitié et de coopération qui a été un 9e TAC à minima, mais des décisions importantes ont été prises, notamment la poursuite de toutes les discussions autour des sujets importants. Merci à Hervé Dapa, notre envoyé spécial à Abidjan, Côte d'Ivoire, en marge de ce 9e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. En marge de son séjour en terre ivoirienne, le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont échangé, bien entendu, sur l'ordre du jour de ce conseil de gouvernement conjoint et bien d'autres sujets liés aux défis des deux nations. Restons toujours en Côte d'Ivoire. C'est une rencontre historique entre l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, et son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Les deux hommes ne se sont pas vus officiellement depuis novembre 2010, plus de 10 ans et demi après, et ce, au lendemain de l'acquittement du champion du Front populaire ivoirien. Les deux rivaux se sont rencontrés ce 27 juillet, comme vous le voyez sur ces images. Une rencontre porteur d'espoir et beaucoup d'enjeux dans un contexte où les tensions politiques sont palpables entre deux camps qui se regardent en chien de faïence. Notre envoyé spécial Hervé Dapa revient sur les enjeux de cette rencontre. Le quartier administratif d'Abidjan, vous pouvez le voir derrière moi, le palais présidentiel. Cet endroit est aujourd'hui le théâtre d'une rencontre tant attendue par de nombreuses personnes politiques et civiles ici en Côte d'Ivoire. La rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo. La date avait été fixée. Il y avait des gens qui étaient assez dubitatifs. Eh bien, la rencontre a effectivement eu lieu. Les deux hommes se sont salués, se sont serrés la main. Une image que beaucoup d'Ivoiriens attendaient depuis plus de 10 ans, depuis 2010, après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts officiellement. Eh bien, cet acte vient-il sceller le retour de la paix en Côte d'Ivoire? Il est trop tôt pour le dire. Peut-être de manière symbolique, c'est un acte qui va pouvoir apaiser le cœur. Mais il faut faire attention. La politique ivoirienne est habituée aux pirouettes. On ne sait pas ce que cela va donner plus tard, mais certaines personnes ici en Côte d'Ivoire espèrent que cette poignée de main qu'il y a eu entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sera le début d'une véritable réconciliation nationale dans ce pays qui en a vraiment besoin. Maintenant, voyons ce que pensent les Ivoiriens de cette rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Écoutons quelques réactions recueillies à Abidjan. On veut qu'ils se réconcilient, nous tous on s'entend bien. On reste comme on était avant en Côte d'Ivoire ici là. Avant en Côte d'Ivoire ici on n'avait rien. Même tu vends de l'eau, tu gagnes l'argent. Mais maintenant là, même si tu vends quoi que ce soit, tu ne gagnes rien. Donc nous on veut réconciliation. C'est bon, ça fait longtemps. C'est des présidents, en tout cas, ils se sont croisés. Je pense bien qu'ils vont, ça serait sincère, quoi.
Voilà, les Ivoiriens, on a besoin de la paix. Il faut que vraiment, il parle d'autres, il y a une sincérité. Et voilà, on veut aller à la réconciliation. Ça, c'est leur affaire là-bas. C'est eux qui ont créé leur gouvernement, ils vont s'arranger entre eux là-bas. On ne gagne rien. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Mais même au temps du feu, il y avait la paix. Ils sont venus au pouvoir. Au fur et à mesure, ils parlent de démocratie là. C'est pour nous tuer, c'est fini. Quand ils vont commencer dessus, là, après encore, ça va devenir un discours. Et puis, après, ils vont commencer à tuer les gens. C'est fini. Et ils font entre eux, les politiciens, puis se partagent le jeton, ils sont assis. On distrait les gens ici. Nous, on est dans le quartier précaire actuellement, ils vont casser ma maison. Ils gagnent quoi dedans? Ils vont se rencontrer là, ils vont nous apporter quoi? Ah, c'est bon. Ah, mon frère, attends, passé. Je pense que si les deux se sont vus, à partir du moment où ils vont nous faire voir ça à la télévision, et puis tout le monde serait... En tout cas, ça va amener encore vraiment une confiance totale même dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, vu les réseaux sociaux, là, nous c'est les réseaux sociaux. Moi, quand ils rentrent, je suis fatigué. Donc, je ne peux pas aller à la télévision. Sur les réseaux sociaux, moi, je regarde. Mais quand ils voient les commentaires, ça me fait peur. Mais si aujourd'hui, ils se sont rencontrés et qu'il y a eu quelque chose qui est bien sorti dedans, pense à nous. Je vous le disais plus haut, c'est la rencontre du jour, une rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Une rencontre suivie pour nous par nos envoyés spéciaux, notre envoyé spécial Hervé Dapa, qui a pu recueillir pour nous la déclaration finale que je vous propose d'entendre. On a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Oui. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein? Et, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer, le moment venu, d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance.
et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts Un extrait donc de la déclaration finale en marge de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, une rencontre qui a eu lieu cet après-midi. Comme Laurent Gbagbo, lui aussi est un ancien président et exilé en Côte d'Ivoire, justement depuis sa chute en octobre 2014 au Burkina Faso. Il s'agit bien de Blaise Compaoré. Son retour est de nouveau réclamé par des partis politiques et une dizaine d'organisations de la société civile réunies au sein des mouvements politiques appelés Rupture Positive 3R. L'organisation qui prône le retour de l'ensemble des exilés politiques a été annoncée ce 27 juillet à Ouagadougou. Archimède Boy. Maître Herman Yameogo de l'UNDD, Salia Sanou, ex-maire de Bobo Dioulasso, et Aristide Ouedraogo du RPR, au présidium de cette rencontre qui annonce la mise en place d'un mouvement baptisé Rupture Positive 3R, réconciliation, refondation et reprise. 6 formations politiques et une dizaine d'associations se mettent ensemble pour exiger le retour des exilés politiques, dont l'ex-président Blaise Compaoré. Lorsque dans ce pays-là, dans un pays, nous sommes en crise, il y a un danger, et qu'il y a quelque chose qui peut nous aider, il y a des gens qui peuvent nous aider à repousser ce danger-là. Pour la cause nationale, on doit les faire revenir. Je vous ai expliqué, moi j'ai eu des problèmes aussi sous le régime de Blaise Compaoré, j'ai vu le bien aussi qu'il a fait. Aujourd'hui, il peut nous aider à retrouver la paix, grâce à son expérience. Qu'on le fasse revenir. De la même façon, ceux qui sont détenus à la Maka et la Mako, c'est inimaginable. C'est inimaginable de voir des gens qui ont reçu une bonne formation, des gens qui ont une compétence expérimentée sur le terrain, qu'on garde en prison. Pourquoi? Ça, c'est contre la nation. Pour la Rupture Positive 3R, la réconciliation nationale demeure le préalable à tout dialogue national inclusif. Vous savez qu'à un moment donné, la réconciliation était arrivée à un stade où c'était immanquable. Il fallait y aller. Jusqu'aux coutumiers, aux religieux, tout le monde était d'accord pour que le préalable du dialogue soit la réconciliation. Il faut vous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? Pourquoi aujourd'hui il y a un reflux? Pourquoi le pouvoir qui a pris des engagements, qui a juré devant la Constitution de le faire, ne le fait pas? Pourquoi? Pourquoi faut-il que les acteurs politiques les mieux placés pour en parler n'en parlent pas? Alors nous disons que la priorité des priorités, c'est de replacer la réconciliation dans son cadre normal. La présente guéguerre opposition-majorité autour du commissaire Bonaventure Ouedraogo à la CENI n'est pas une surprise pour Maître Herman Yameogo et ses camarades qui soutiennent que la CENI doit être repensée en vue de réhabiliter la démocratie. Réhabiliter la démocratie, selon Maître Herman Yameogo, son jeune confrère Maître Prosper Farama, lui, n'est pas en reste. Il est qualifié d'avocat de la veuve et de l'orphelin, sans compter les multiples dossiers souvent emblématiques de la justice dont il a la charge. Des dossiers dont l'essentiel est parti en flammes le 17 juillet dernier. Les archives du cabinet ont été consumées par un incendie. 10 jours après, la solidarité continue de s'exprimer. Ce 27 juillet, ce sont les secrétaires généraux des syndicats qui y étaient. Bassol Mabazier et ses camarades sont allés apporter leur soutien. Benjamin Kwame. Cabinet de Maître Farama et associés. Plus d'une semaine après l'incendie, voici ce qui reste dans les locaux. Des étagères calcinées, une toiture qui ouvre désormais ses bras au ciel. Des milliers de dossiers appartenant à des personnes physiques et morales du Burkina, de la diaspora et d'ailleurs, tous consumés par les flammes. Un constat désolant que font les secrétaires généraux des syndicats. Les dégâts sont énormes et importants, de quoi susciter une vive réaction et une mise en garde de la coalition syndicale au cas où cet incendie serait criminel. Si l'incendie est lié à une erreur de nature, la nature regorge certes des maladies, des maux, mais la même nature regorge de façon vivace des solutions idoines à chaque mot.
Donc que la même nature nous donne les forces nécessaires de faire face à ces situations qui se voudraient naturelles. Mais par contre, si on constatait que par facette, une autre facette, c'est des questions d'intérêt ou d'intention inavouée, nous disons également à ce type d'esprit tordu et confondu avec l'obscurité que le mouvement syndical ne va jamais trahir sa mission de répondre présent. Avec Bassolma Bazié, la coalition syndicale dit être venue donc apporter son soutien à Maître Farama et associés dans cet événement malheureux. Elle explique que ce cabinet a été toujours plus proche des démunis, des défavorisés et des faibles, avec des prestations de services parfois gratuites. C'est donc un devoir pour les syndicats d'être présents, accompagnés d'une somme symbolique de 2 millions de francs CFA. Nous ne venons pas ici au cabinet parce que nous avons de l'argent à donner. Nous venons pour faire une présence symbolique. Et cette présence symbolique s'accompagne d'une enveloppe de 2 millions que nous avons dégagée pour mettre à la disposition de Maître Farama et l'ensemble de ses associés. Ce que vous faites ici, vous le faites pour l'approfondissement de la démocratie. Vous le faites pour l'intégrité, l'honneur humain. Il est plus qu'un devoir pour nous, quand vous traversez des situations difficiles, telles que décrites, vues sur place, il est un devoir pour nous de nous déplacer et de vous signifier que vous n'êtes pas seul. Absent pour des raisons de santé, Maître Farama est représenté par son assistant, qui trouve réconfortant cette visite de solidarité. Ce geste que vous faites ce matin, vraiment, c'est un plus. Déjà, ce que vous avez fait dès les premiers instants nous a beaucoup conforté et réconforté. Nous sommes sur le point, en tout cas, de nous réinstaller grâce au soutien des uns et des autres. Le soutien moral et de diverses natures dont nous avons pu bénéficier, en tout cas, nous permet d'être debout à ce jour-là. Votre acte et vos mots seront fidèlement retransmis à Maître Farama. La coalition syndicale réaffirme son engagement à soutenir toujours toutes les corporations de travailleurs si elles ont des difficultés. Bassolma Bazié et ses camarades interpellent les autorités compétentes à faire aboutir l'enquête sur ce sinistre avec diligence et efficacité pour situer l'opinion nationale. Et parmi les corporations de travailleurs défendues par les syndicats et le cabinet de Maître Prosper Farama, il y a bien les agents de la police nationale. Leurs rangs viennent d'être renforcés avec la dernière cohorte de l'Académie de police. Après 2 ans de formation théorique et pratique, la 5e promotion a effectué sa sortie officielle ce mardi. Les 110 apprenants, composés de 100 officiers et de 10 commissaires, ont reçu leurs épaulettes des mains des autorités, dont le chef de l'État. Bessogré John Williams Somda nous en dit plus. La police nationale étoffe ses effectifs avec la sortie de la 5e promotion de l'Académie de police de Pabré. 10 nouveaux commissaires et 100 officiers de police ont officiellement abordé leurs épaulettes, et cela sous les yeux du président du FASO et du parrain de la cérémonie, du président de l'Assemblée nationale. La 5e promotion, forte de ces 110 éléments, vient donner plus de marge de manœuvre au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et la criminalité. À l'issue de leur formation, ils disent avoir appris avec plaisir, non sans manquer de réaffirmer leur engagement pour la défense et la protection des populations. Plaisir d'avoir consenti à tant d'efforts pour boucler cette formation de haute qualité, exigeant rigueur, assiduité, sérieux, compétence, engagement ainsi que des sacrifices, surpassement de soi, gestion rationnelle du temps partagé entre responsabilités académiques et sociales. Je puisse vous dire que nous sommes à présent pleins dans la tête et pleins dans le cœur. Nous sommes aptes à prendre l'appel partout où le devoir nous attend. Mieux, nous sommes aptes et disposés à servir la nation burkinabé jusqu'au sacrifice suprême. Après 2 ans de formation et au moment de remettre le flambeau aux représentants de la 6e promotion, les 110 nouveaux cadres de la police ont été félicités par le ministre en charge de la sécurité pour le choix du thème marquant la cérémonie officielle de fin de formation. La dynamique de la formation des forces de sécurité à l'aune des mutations de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Un thème dont la dimension multifacette n'a pas échappé à Maxime Koné. Ce thème revêt un intérêt dual. En premier lieu, une réflexion sur la question de la formation en lien avec la mutation de la crise sécuritaire. En second lieu, le développement de ce thème nous invite à accompagner davantage les structures de formation des écoles de formation dans l'accomplissement de leur mission afin de permettre sur le terrain d'avoir des hommes et des femmes compétents, proactifs pour gérer la crise sécuritaire.
Baptisée Promotion Unité, la 5e cuvée de l'Académie de police de Pabré peut se féliciter de ses résultats et de sa volonté de fédérer les actions dans la lutte contre le terrorisme. Du reste, le choix du nom de baptême Unité a été bien perçu par le président du FASO. Il est évident qu'en choisissant le nom de la promotion comme étant Promotion Unité, comme vous le savez, on le dit souvent, c'est l'unité qui fait la force. C'est parce qu'on est unis dans une même vision qu'on peut avoir des succès. C'est parce qu'on est unis également qu'on peut se préoccuper des problèmes des uns et des autres. C'est pour cela que je voudrais saluer la promotion pour avoir choisi ce nom. Avec la mise à disposition de ce 100 du nouveau cadre, l'Académie de police porte à 845 les officiers de police et à 143 les commissaires formés depuis 2015. Si la formation est reconnue de qualité, les élèves n'ont pas manqué de faire quelques doléances à leur parrain, le président de l'Assemblée nationale. Changement de cap à présent avec ce programme d'éducation adapté aux enfants dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans, dénommé « Apprendre en jouant en français ». L'approche développée par l'ONG Children Believe vise à accompagner les parents dans l'éducation et le bon développement des jeunes enfants. Maxime Ilboudo et Arsène Konditamde. Mettre l'accent sur la petite enfance demeure le meilleur investissement car l'enfant est le fer de lance de toute nation. C'est du moins la conviction du directeur général de la famille et de l'enfant lors de cet atelier d'information et de réseautage sur le développement et l'encadrement de la petite enfance. Cet atelier qui bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Children Believe veut vulgariser l'approche à apprendre en jouant en français. Une approche qui entend accompagner les parents et les encadreurs dans l'éducation de leurs enfants de 0 à 3 ans. Cette approche qui est Learning et Play Plus voilà, a été développée depuis 2005 par l'ONG Children Believe et qui permet aux différents parents qui sont outillés à mieux prendre en charge leurs enfants parce que nous leur apprenons comment jouer avec son enfant, par le jeu, comment arriver en tout cas à éveiller les sens de l'enfant, par le jeu, comment amener l'enfant à apprendre un certain nombre de comportements et un certain nombre de concepts. L'ambition du projet est d'amener chaque enfant à réaliser son plein potentiel. L'approche s'inspire aussi du programme national d'éducation tout en prenant en compte la responsabilité parentale. Ces milliers de familles qui ont des enfants, si ces enfants-là ne sont pas dans des cadres appropriés, comment voudrez-vous que la femme soit tranquille pour produire économiquement? Comment voudrez-vous que la femme soit dans un bureau pour produire si son enfant n'est pas dans un bon milieu où il peut évoluer harmonieusement auprès d'adultes qui ont de la compétence, qui ont de la valeur? Le présent atelier va également permettre aux participants de s'approprier l'approche et dégager des actions concrètes en faveur des enfants. L'ONG Children Believe et le ministère en charge de la famille veulent ainsi mutualiser leurs efforts pour une meilleure prise en charge des enfants au Burkina Faso. Eux ont passé l'étape de l'enfance, ils sont désormais grands, diplômés ou pas, ils ont un dénominateur commun, ils vivent tous le chômage. Le problème de l'employabilité des jeunes au Burkina Faso est plus expressif avec ces chiffres. Environ 1 200 000 candidatures pour moins de 10 000 postes d'emploi dans la fonction publique en 2019. La situation est de plus en plus inquiétante. En face, le patronat burkinabé et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage s'organisent. Les deux structures ont lancé un projet dénommé Tribune Jeunesse. Amadou Diko, Romeo Koita. L'emploi se fait rare au Burkina Faso. Les jeunes croulent sous le poids du chômage. Environ 1 200 000 candidatures ont été recensées pour moins de 10 000 postes mis en compétition par la fonction publique burkinabé en 2019. Une tendance qui inquiète. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage tente d'apporter la réponse au problème. Avec le concours du Conseil national du patronat burkinabé, le PAFPA renforce les capacités des jeunes par l'information et la sensibilisation sur les opportunités entrepreneuriales. C'est à travers l'initiative dénommée Tribune Jeune. Ici, ce sont les jeunes de la province du Naouri
qui en profitent pour la première fois. C'est la première fois que nous descendons au niveau des provinces pour rencontrer les jeunes, parce qu'on s'est dit que l'essentiel de notre jeunesse vit en tout cas en milieu rural. La population même en général vit en milieu rural. Donc c'est normal que l'activité, si cela veut vraiment intéresser les jeunes, veut intéresser la population, qu'on aille plus près de cette population-là pour lui expliquer non seulement la stratégie d'intervention du projet, mais lui faire bénéficier, comme c'est le cas donc, de cette activité de tribune jeunesse, de l'expérience, donc de modèles de réussite qui peut permettre d'inspirer et de donner du courage à ceux qui sont déjà en activité, mais surtout ceux qui veulent commencer. Ils sont au total 250 jeunes en cours ou en fin de formation dans plusieurs domaines à bénéficier de cet apprentissage type dual. Une mobilisation bien appréciée par les organisateurs. Près de 250 jeunes issus des 5 communes de la province et qui ont accepté, en tout cas, répondre à cet appel. Nous sommes vraiment satisfaits de cette première phase qui a consisté à présenter un peu les opportunités qui existent dans la région pour permettre aux jeunes justement d'engager des projets structurants sur la base donc, de ce qu'ils savent faire. Des échanges directs entre jeunes et success stories sur leurs expériences de vie d'entrepreneurs pour motiver les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est tout le sens de cette tribune jeune. Nous avons une jeunesse actuellement, j'allais dire qui souffre. Pourquoi je dis ça? Parce que plein de jeunes ont des diplômes aujourd'hui, mais pour pouvoir avoir du travail, c'est tout un problème. N'en parlons pas de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et aujourd'hui, nous avons tenté de créer un autre chemin qui est bien possible pour toute personne qui désire vraiment réussir. Et nous sommes là pour montrer à cette jeunesse-là qu'ils peuvent, montrer à cette jeunesse-là qu'ils sont capables, montrer à cette jeunesse-là que s'ils décident réellement d'arriver, ils vont y arriver. Moi, j'ai reçu une formation sur l'élevage, embauche ovine et bovin. En tout cas, cette opportunité, ce n'est pas n'importe qui peut avoir ça. Nous, j'ai eu la chance de venir participer à cette rencontre et que c'est vraiment génial. À la fin de cette rencontre, j'espère aussi devenir un grand éleveur, et tout comme les autres grands éleveurs de la région du Centre-Sud aussi, particulièrement aussi du Burkina Faso. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est mis en œuvre avec l'appui technique et financier de la coopération suisse et le gouvernement burkinabé. Il entend rendre possible une masse critique de compétences humaines pour accompagner la création, la consolidation d'entreprises et le développement de l'auto-emploi au Burkina Faso. Un projet donc du patronat burkinabé et le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Sensibiliser les jeunes sur les opportunités entrepreneuriales, mais aussi les former dans divers métiers, puis les accompagner dans leur insertion professionnelle. C'est encore le FAFPA qui est à la manœuvre avec un nouveau projet. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a lancé les activités du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle au titre de l'année 2020-2021, un programme qui pèse 18,6 milliards de francs CFA qui devrait toucher plus de 32 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans. Abdou Aziz Sari. Des applaudissements pour le ministre en charge de la promotion de l'emploi. Ces apprenants remercient ainsi Salifo Thiem Touré pour la formation professionnelle en aviculture dont ils sont les bénéficiaires. Ce renforcement de compétences s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle lancé ce 24 juillet. Il vise à améliorer la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines. Nous devons aller à pas de course pour former donc 33 000 jeunes filles et femmes dans cette année-là même. Et en même temps, lorsqu'on les forme, nous devons donc travailler à les former et à les insérer de façon professionnelle. Ça veut dire que ce matin, vous avez vu la formation, on a lancé avec 150 jeunes garçons et femmes. Et les 150 là, en aviculture, à la fin, ils seront donc dotés de kits. Et il y aura donc un suivi pour leur installation sur le terrain. Ce n'est que par là que nous pouvons donc lutter contre le chômage. Le programme va concerner l'ensemble du territoire national et sera mis en œuvre par le FAFPA,
le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En fait, c'est l'ensemble des métiers qui sont dans le domaine agro, silvo, pastoral, halieutique, dans le domaine des BTP. Il y a aussi les salariés des entreprises privées que nous allons former. Et il y a aussi ce qu'on appelle souvent les métiers émergents. Et comme le ministre l'a dit, là où il y a des niches d'emploi, et toutes les formations sont les bienvenues. Et seulement, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit des formations à finalité d'emploi qui puissent permettre aux jeunes, à la fin de leur formation, de pouvoir entreprendre à leur propre compte ou peut-être être recrutés dans des entreprises qui cherchent par exemple peut-être des compétences dans les domaines concernés. D'un coût global estimé à plus de 18 milliards de francs CFA, il est financé par 5 partenaires techniques et financiers, avec pour chef de file le Luxembourg. Les attentes sont très simples. Donc c'est un projet qui s'est parfaitement aligné sur les priorités du ministère de la Jeunesse. Donc on est vraiment là pour appuyer le ministère de mettre en œuvre les actions et les activités qu'ils ont planifiées dans leur plan de travail annuel. Et on aimerait bien que l'employabilité sera améliorée à travers l'amélioration des formations qui sont offertes aux jeunes. Donc en offrant des formations aux jeunes, on espère que l'insertion sur le marché du travail va être améliorée. Le ministre Salifo Thiem Touré invite la Chambre des métiers, le patronat et l'ensemble des collectivités territoriales à s'investir dans ce programme gouvernemental afin qu'il soit une réussite. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez depuis la commune de Windiguié dans le Loroum, sachez que vous le faites bien et BF1 par ma voix vous dit humblement merci. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.